l'association Allons Lire, nous voulons remercier très chaleureusement et très vivement Yasmina Khadra d'avoir accepté notre invitation, surtout qu'on lui impose un horaire très contraint. Et puis, il nous a paru absolument impensable, inimaginable que les lecteurs de la médiathèque ne puissent pas profiter de la venue de Yasmina Khadra dans le cadre du festival Le Roman Historique fait son cinéma. C'est pour ça que nous avons proposé donc à Hélène cette rencontre, dont nous la remercions vivement aussi. Je précise que si, Yasmina, vous pourrez encore discuter avec lui avant le film et après le film, si vous assistez au film, puisqu'il présentera le film et il y aura un débat après. Voilà, c'est une possibilité. Et entre-temps, bien entendu, je suis heureux de la saluer. Malika Sidous, avec son association Numidia, nous aura proposé des saveurs orientales pour être en harmonie avec la thématique d'aujourd'hui. Voilà. Et je vous souhaite donc une très bonne soirée au nom d'Allons Lire. Bonsoir, donc merci à tous et à toutes d'être présents. Merci à toi, Mohamed, d'être ici, Yasmina Khadra, en tant qu'auteur. Nous avons 1 heure, donc il m'a semblé opportun, non pas de travailler et de vous présenter uniquement son dernier livre, Qu'attendent les singes, mais pour comprendre justement ce dernier livre, de parler plus précisément de lui, de Yasmina Khadra, à travers son parcours et tous les livres qu'il a pu écrire. Donc il n'est pas question d'évoquer uniquement le dernier ouvrage, mais plutôt de faire une présentation non pas traditionnelle non plus, ni officielle, mais plutôt une présentation qui va nous permettre de comprendre Yasmina Khadra à travers 3 facultés qui m'apparaissent aujourd'hui, j'allais dire, évidentes, même si je les ai senties dès les premières lectures. Tout d'abord, la sensibilité. La sensibilité. Je suis femme, bien sûr. Alors la sensibilité d'intelligence et de cœur, hein, la faculté de sentir. J'ai retenu aussi la force, champ d'énergie, hein, qui donne le pouvoir, hein, d'ordre spirituel ou intellectuel, et qui apparaît dans vos personnages, on le verra après. Et enfin l'amour, on a plus l'habitude de parler d'amour avec Yasmina Khadra, mais là j'élargis ce sentiment, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'amour entre hommes et femmes, mais aussi d'amour avec des figures familiales, le père, la mère, mais bien sûr aussi l'oncle, et puis peut-être aussi l'amour que l'on retrouve à travers les personnages, qui sont très, très tendres malgré leurs difficultés, leurs combats. Et puis peut-être aussi la tendresse qui apparaît notamment dans la posture des mots et dans l'écrivain. La tendresse que vous pouvez avoir aussi envers le commandant Olé Séoul. Voilà. Donc ma première question, et je pense qu'il est opportun et important de comprendre une personne à travers le socle qui l'a construit. Alors bien entendu sa famille, mais surtout l'école des cadets. L'école des cadets, puisque c'est à l'école des cadets, et on le voit très bien dans l'écrivain, hein, c'est très important cet ouvrage pour vous comprendre, c'est à l'issue de l'école des cadets que vous choisissez d'être écrivain. D'ailleurs, vous vous battez pour être écrivain, et vous développez toutes les capacités, les facultés, la sensibilité, avec vos camarades, avec les rapports à vos professeurs, etc. Et aussi à l'espace qui vous entoure, hein. Vous êtes très attentif à cela. Et puis vous décidez aussi d'entrer dans la formation militaire, qui va être, j'allais dire, déterminante aussi pour appréhender les situations les plus compliquées, les plus dures que connaissent aujourd'hui le Proche, le Moyen-Orient et qui a traversé l'Algérie. Voilà, donc si vous voulez bien nous parler de l'école des cadets. Bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous. La seule fois où j'ai vraiment versé une larme
lors d'un festival ou d'un salon du livre, ça a été à Saint-Étienne. C'était il y a quelques années, à la sortie de Ce que les jours doivent à la nuit. Vous êtes venus très nombreux ce jour-là. Et c'est ce que j'ai raconté ce matin, en levant les yeux, j'avais devant moi deux personnes, deux anges, 93 et 88 ans. Et la plus jeune paraissait vraiment complètement disloquée, très fatiguée, et la plus âgée a dit, M. Khadra, Lucette n'est pas sortie de chez elle depuis des mois. Et ce matin, j'étais passé la voir et je lui ai dit que vous étiez là, et elle a tenu à venir vous voir. Ça m'a touché au plus profond de moi-même, et c'est peut-être ça qui me donne la force d'écrire et d'essayer de mériter l'attention ou l'intérêt que m'accordent mes lecteurs. J'ai toujours essayé de partager quelque chose, et cette chose ne pourrait être que le bonheur. Le bonheur de lire, de voyager, de comprendre, et le bonheur aussi de faire face à l'horreur et de ne jamais lui céder. Le monde aujourd'hui est tellement absurde que peut-être un moment de lucidité nous permet de le surpasser et de lui prouver que nous méritons beaucoup mieux que ce qu'il nous offre. Voilà, tout mon travail s'appuie sur cette conviction inébranlable, à savoir qu'on peut toujours inventer son bonheur partout où l'on est. Et ce n'est pas parce qu'il y a des malheurs autour de nous qui nous excluent de ce que nous voulons et de ce que nous revendiquons. Voilà. Pour revenir un peu à la question, les cadets, moi j'ai été militaire à l'âge de 9 ans. C'était au sortir de la guerre de l'indépendance. Mon père, qui était officier de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale, avait décidé de faire un gros cadeau à son pays, à sa patrie. Le cadeau, c'était moi, malheureusement. Et donc, il m'a confié à cette école des cadets. Il faut d'abord la situer. C'est une école qui a été conçue en 1963, vers la fin des années 1963, de l'année 1963, pour les orphelins de la guerre. Il y avait beaucoup d'enfants qui traînaient dans les rues, qui étaient complètement déracinés, parce que certains ont fui leur village qui brûlait la nuit, ils n'ont jamais su retrouver le chemin de retour, d'autres avaient tout simplement assisté à la mort de leurs parents, d'autres qui ont été abandonnés, et puis ces enfants ont été recueillis par des familles trop pauvres pour subvenir à leurs besoins. C'est comme ça que le gouvernement algérien avait décidé de rassembler ces enfants dans une école et de leur assurer éducation, instruction et peut-être même un avenir. Et mon père a été séduit par la réputation de cette école, l'école des cadets de Tlemcen. À l'époque, on avait les meilleurs professeurs, il y avait des Français aussi, beaucoup de Français. Et mon père a décidé tout simplement de me confier à cette institution. Moi, j'étais né pour écrire. J'étais né pour écrire parce que je suis né dans une tribu de poètes. Moi, je m'appelle Moulsoul. Moulsoul, c'est un nom historique. C'est un nom qui a régné sur la Sahara, une grande partie du Sahara algérien pendant 6 siècles, depuis 1492. Voilà. Et le premier Moulsoul s'appelait Mbahaté, on l'a appelé le Moulsoul, c'est un nom générique qui signifie tout simplement le seigneur des plaines. Parce qu'aucune tribu ne voulait faire allégeance à un autre nom tribal. Donc ils ont créé ce mot de seigneur des plaines. Et cette dynastie a régné non pas par le cimetière, mais par l'érudition et la poésie. Nous avons toujours choisi nos cheikhs, c'est-à-dire nos saints patrons, parmi les savants et parmi les gens qui étaient généreux par le verbe et par la sagesse. Et ça a été comme ça pendant 6 siècles, et pendant 6 siècles, il n'y a jamais eu de guerre dans cette région. Nous avons été meilleurs que les Suisses, même si nous n'avons pas inventé de montre, ni de bombe. Et voilà, dans cette école, moi j'étais un petit peu complètement désarçonné. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais parmi des orphelins alors que j'avais un père, une mère, une tribu, des oncles, des tantes. J'avais toute une foule de parents. Mais en même temps, j'ai découvert dans cette école le désarroi des enfants, leur misère, leur souffrance,
leur infirmité, parce qu'un orphelin c'est aussi un infirme. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à m'intéresser un peu au désespoir et au malheur des autres pour essayer d'oublier le mien. Et c'est comme ça peut-être que je suis devenu écrivain. Parce que je suis incapable de passer devant une absurdité ou une misère sans l'emporter avec moi. Et mon plus grand malheur justement, c'est de ne pouvoir m'échapper à la détresse des autres. Je suis constamment happé par n'importe quelle souffrance. Il m'est pratiquement impossible de vivre ma quiétude pleinement sans qu'autour de moi il y ait des gens heureux. Voilà, c'est une damnation, mais que j'assume et que j'accepte. Je préfère être quelqu'un qui souffre avec les autres plutôt que de sombrer dans l'animalité, car selon Jean-Jacques Rousseau, l'animal est cette créature dont la souffrance se limite à sa propre douleur. Donc tout ce que j'écris, j'essaie tout simplement de dire la souffrance, mais aussi de lui prouver que c'est un gâchis, que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas une pathologie, c'est un dysfonctionnement qu'on pourrait facilement rétablir si on venait tout simplement à comprendre qu'on ne vit qu'une seule fois, qu'il n'y a rien sur cette terre que la vie. La seule préciosité qui compte, c'est la vie. Donc je me bats. J'ai fait la guerre pendant 8 années contre les terroristes. J'ai ramassé avec ces mains qui écrivent des enfants complètement écrabouillés. J'ai vu à perte de vue des cadavres et des villages brûlés. Et j'ai compris que l'homme n'a pas encore accédé à la maturité. Parce que pour moi, l'homme mûr, c'est quelqu'un qui sait partager. La vocation véritable de l'être humain, c'est d'être utile aux autres. Et faire du mal, ça n'a jamais été une bonne chose. Voilà. Ça, pour l'école des cadets, ça m'a enrichi parce que j'ai appris à aimer, j'ai appris à être solidaire, j'ai appris à développer l'esprit d'équipe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je paye justement cet amour que j'ai pour mon pays. Il se trouve que certaines consciences, entre guillemets conscience, parce que je vais chercher cette conscience, je ne l'ai trouvée nulle part. Ça, je trouve que aimer son pays, c'est pas bien. Moi, j'aime ce pays comme j'aime tous les pays du monde, et j'aime les Algériens comme j'aime les Français. Je suis quelqu'un d'amour et j'ai toujours survécu à tous les déboires et à toutes les déconvenues qui ont jalonné ma carrière grâce à l'amour. Effectivement, vous avez un amour pour votre pays que l'on retrouve, bon, alors bien sûr dans l'écrivain, puisque vous faites allusion à Walid Boumedienne, à un moment donné, Walid Boumedienne qui a porté cette idée de nation forte, grande et digne. Et puis c'est aussi cette idée, on la retrouve dans ce que le jour doit à la nuit. Et il y a une phrase qui est très belle. Je crois que pour comprendre l'amour que vous pouvez avoir, on va dire globalement pour les Arabes, mais c'est les Algériens dont on parle, puisqu'on est dans ce que le jour à la nuit, doit à la nuit, je vais lire ce passage qui m'a fait plaisir, je dois le dire, parce qu'on l'oublie quelquefois. Je le lis. Et vous me donnerez ensuite votre analyse. Donc, c'est page 462, et donc c'est Djeloul qui retrouve Jonas, avec une histoire de bicyclette, mais ce qui est important, et j'ai trouvé que la phrase était belle, d'ailleurs, dans vos romans, il y a toujours une belle phrase qui va, on va dire... une belle phrase. Une belle phrase. Tous vos romans sont beaux, mais j'attends quand même de trouver la perle. Hein, la perle magnifique. Et j'ai trouvé que cette phrase-là... Mais il n'y a pas de perle dans les huîtres d'élevage. Alors, c'est quand vous dites c'est gentil à toi, mais je n'ai pas l'intention de te rester redevable. Je n'ai pas oublié le jour où tu m'as refilé de l'argent et ramené dans mon village sur ton vélo. Pour toi, c'était peut-être la moindre des choses. Pour moi, c'est une révélation. Je venais de découvrir que l'arabe, le bel arabe, l'arabe digne et généreux, n'était ni une vieille mythologie, ni ce que le colon avait fait de lui. Je ne suis pas assez instruit pour t'expliquer ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là, mais ça a changé ma vie. Vous ne vous souveniez pas de cette phrase-là? Si. Donc, dans ce passage, on voit tout l'amour que vous pouvez porter au peuple algérien et à travers lui. Pour moi, on ne peut pas appréhender un personnage si on ne l'aime pas. Qu'il soit un tyran, un monstre, un terroriste ou un vagabond, si on ne l'aime pas,
on ne pourra jamais accéder à sa sensibilité. Donc, moi-même, je suis un grand malade. Oui, je suis un grand malade et je vous assure que c'est la vérité. Je n'ai jamais réussi à haïr qui que ce soit. Pourtant, j'ai rencontré sur le chemin de ma vie de véritables crapules, mais j'avais beaucoup plus de pitié pour eux que de la colère. Voilà, et là, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Hein. Il y a quelqu'un qui, pendant très longtemps, a pensé qu'il était la dernière, une espèce de sous-humanité, une race médiocre, roturière, assez chosifiée, mais là, il découvre que non, il y avait aussi la générosité, et c'est la générosité qui fait de nous des êtres bons. C'est rien d'autre. Dans mon prochain livre, pas celui qui sort cette année, mais celui qui sortira l'année prochaine, il y a un personnage qui dit être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent, être pauvre, c'est manquer de générosité. Voilà, moi, je suis comme ça, parce que peut-être ça fait partie de mon éducation. Je suis né dans un pays, ou dans une région, où l'amour du prochain était essentiel. On était des Bédouins. Quand un étranger venait chez nous, d'ailleurs on ne dit pas c'est un étranger qui vient, on dit c'est un envoyé de Dieu. Dieu nous envoie quelqu'un, donc il faut vraiment le prendre en charge et tout. Moi je suis resté comme ça, même si aujourd'hui il m'arrive péniblement et atrocement de m'apercevoir que cette générosité signifie tout simplement une forme de naïveté. On est dans la candeur la plus crasse, la plus abyssale, la plus réductrice de l'être. C'est terrible, mais c'est une réalité aujourd'hui. Quand on est dans la générosité, on est toujours trahi. On ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Personnellement, dans ma vie d'écrivain, j'ai été amené à être massacré par des gens que j'ai aidés. Tout simplement. Et je ne comprends pas. Et je refuse de comprendre ça. Et je refuse de céder à cet équilibre qui voudrait que je me balance du côté de l'incorrection ou de l'ingratitude. Pour moi, le plus grand des péchés, ce n'est pas la curiosité, ce n'est pas la gourmandise, tout ça, ce ne sont pas des péchés, ce sont des vertus, un peu exagérées. Mais le vrai péché, c'est l'ingratitude. Ça, je ne comprendrai jamais comment un homme ou une femme qu'on aime et qu'on aide se retourne contre son bienfaiteur. Ça, je ne saurais le comprendre, je refuse de le comprendre. Oui, cette trahison dont vous parlez, cette cruauté, cette méchanceté, on la retrouve dans l'imposture des mots, très, très bel ouvrage dans lequel vous vous livrez à travers... Est-ce qu'il y a une belle phrase? Oui, j'ai beaucoup aimé la fin. Quand le commandant Moulay-Séoul, qui attend à la gare, sur un banc, retrouve Yasmina Khadra. C'est plutôt Yasmina Khadra qui voit le commandant Moulay-Séoul et qui le remercie d'avoir toujours été là pour lui, de lui avoir tout accepté, de l'avoir aidé, et qui demande pardon. Hein, c'est Yasmina Khadra qui demande un peu pardon au commandant. Oui, mais tout ça, c'est l'imposture des mots, il faut comprendre quand même dans quelle situation je l'ai écrit. Voilà, moi, c'était juste pour passer à autre chose. Avant de venir en France, j'avais pas le lectorat que j'ai aujourd'hui, mais j'étais quand même très lu et beaucoup de gens s'intéressaient à mon travail. Et voilà que débarque cette femme magique, merveilleuse, que je recevais des lettres d'amour avant, avec des fleurs, avec des poèmes, maintenant des lettres ordurières, c'est pas grave. Pas toujours, pas toujours. Ouais, mais les gens ont été étonnés. D'abord, c'est pas une femme, et en plus, c'est un homme militaire. Et pour eux, c'était inconcevable qu'un homme militaire puisse écrire, même si les intellectuels ont la mémoire courte. Ils oublient que le plus grand roman du XXe siècle, c'est Les liaisons dangereuses, ça a été écrit par un militaire. Voilà. Donc on était dans cette absurdité, dans cette façon de ne pas considérer ou d'apprécier tout ce qui ne nous ressemble pas. Les différences, c'est un enrichissement pour moi. Quelqu'un qui est différent, il m'enrichit. Ce n'est pas indifférent, c'est une diversité. Donc j'ai eu à subir certaines... D'ailleurs, ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'ostracisme par excellence. J'étais soupçonné de tous les maux, un homme du système, un militaire, je ne sais quoi. Donc j'ai écrit ce livre juste pour passer à autre chose. J'ai dit voilà ce que je suis fier d'être ce que je suis, parce que je sais ce que fierté veut dire. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, je suis fier de ce que je suis, mais je ne sais pas ce que fierté veut dire.
Il ne sait pas où la situer, cette fierté. Voilà, est-ce que uniquement c'est un défi, c'est le rejet de l'autre, ou c'est une volonté de s'imposer. Pour moi, la fierté, c'est se construire à travers des faits, à travers quelque chose qui est capable de nous rendre heureux et de nous rendre sains, surtout sains. Donc j'ai écrit ce livre, parce que moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas ma vie. Chaque personne a un destin, chaque personne a sa propre histoire. Moi, je voulais rester écrivain. Il fallait que je raconte des histoires. Donc j'ai écrit ça pour passer à autre chose, pour passer à les hirondelles de Kaboul, et puis l'attentat, et ainsi de suite. Donc, moi, sincèrement, je préfère que l'on s'attarde sur mon travail d'écrivain. C'est à travers ce travail que j'essaie de m'identifier. Il y avait à une époque, il y avait à Toulouse un académicien qui me disait, écoutez, on a beaucoup aimé l'attentat, l'académie ne parle que de ça, mais voyez-vous, c'est un peu dangereux pour nous de vous consacrer parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Je dis, mais j'avais 12 ans quand j'ai compris qui était John Steinbeck. J'avais 12 ans quand j'ai compris que quelque chose clochait chez Hemingway. Le livre, c'est l'ADN de l'écrivain. On peut tricher, mais on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir aux autres. Un livre nous trahit tout de suite. Il nous dit qui nous sommes. Donc, vous êtes académicien, si vous n'avez pas compris l'écrivain que je suis, je n'ai plus rien à vous dire. Je ne peux pas vous dire plus qu'un livre. Voilà, ça a été très très dur, mais grâce à vous, grâce à mes lecteurs, parce que le seul soutien que j'ai, ce sont mes lecteurs. Quand je me sens un petit peu, comment dirais-je, amoindri, eh ben, il me suffit de rencontrer une lectrice ou un lecteur pour de nouveau me ressourcer. Et tout mon travail consiste à aller dans ce sens-là. Je ne m'attarde pas sur mes détracteurs. Vous allez sur Internet, c'est ignoble. Ignoble. On m'a fait passer pour tout ce qu'ils veulent. Ça fait 15 ans que ça dure. J'étais espion, un homme du système, un plagiaire, celui qui n'écrit pas son livre, un antisémite, un sybarite, un ivrogne. Alors que je suis premièrement un croyant, pratiquant. Je suis marié depuis 30 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. Voilà, et tout ce que je fais dans ma vie, j'essaie de le mériter. Tout ce que je fais, j'essaie de le mériter. Donc voilà, tout ça, c'est l'imposture de moi, c'est une façon de dire aux médias. Je sais, il y a un combat, et le combat est là. Est-ce que le talent peut survivre à la malveillance médiatique? Je ne le sais pas. Tout mon travail consiste à le constater. Donc, est-ce qu'en tant qu'écrivain, je peux résister à toutes ces ignominies? Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut que chaque livre soit meilleur que le précédent. Voilà, c'est mon travail. Et vous allez vous régaler avec le prochain. Déjà, il a une sortie, je sais que ça va encore aggraver ma situation. Le prochain livre, il a une sortie mondiale. C'est une sortie mondiale, il est déjà traduit. Il va sortir dans 10 pays. Dans 10 pays, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Pologne, en France bien sûr, en Algérie, je ne sais plus quelle, en Turquie. Voilà, et c'est magique. C'est ça ma force. C'est ça ma force. Quand je vais quelque part, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent me voir, mais je sais que cette poignée de personnes qui est là, c'est mon soutien. Je m'accroche à ça. Le monde littéraire, c'est un monde narcissique. Il est d'une cruauté. Il a la cruauté la plus raffinée qui puisse exister au monde. Il n'y a pas plus cruel, plus raffiné dans sa cruauté qu'un intellectuel. Parce qu'il touche avec des mots et surtout, il touche avec l'impunité. Donc voilà, ce livre, pour moi, c'était juste une façon de dire stop, voilà, vous voulez savoir qui je suis? Voilà, maintenant je ne m'attarde plus, je vais vers ce qui me fascine, c'est-à-dire la littérature. Oui, d'ailleurs, vous faites ce choix puisque j'ai retenu cette phrase que je n'ai pas trouvée plus belle qu'une autre, mais maintenant que je ne suis plus soldat, qui suis-je? Oui, voilà. je suis écrivain. Alors, écrivain grâce à un combat que vous présentez, puisque vous dites que la souffrance n'est douleur que pour les patients auprès des troubadours, c'est une source d'énergie et une motivation supplémentaire pour transcender. Alors vous transcendez dans vos personnages. Ben j'essaie. La littérature ne repose ni sur la langue ni sur le nom.
On peut se choisir le pseudonyme que l'on veut. On est toujours, quand on intéresse surtout par ce qu'on propose au lecteur et pas par autre chose. Moi, j'ai choisi un pseudonyme féminin, d'abord par reconnaissance. Je voulais ne jamais oublier que c'est grâce à ma femme que j'ai réussi à écrire pendant 11 années dans la clandestinité, en tant que sous les drapeaux. Les gens, ils n'arrivaient même pas, des civils, des universitaires, ils ne pouvaient même pas ramener mes livres en Algérie. Ils avaient peur d'être arrêtés à la douane et d'aller en prison. Et moi, j'écrivais sous les drapeaux, en sachant pertinemment qu'à la moindre indice capable de me trahir, je serais un homme mort. On ne m'aurait pas fait de cadeau, je vous assure. Et il y avait cette femme qui me protégeait, elle était un petit peu un bouclier magique qui me protégeait, et j'ai voulu garder ces noms par reconnaissance, et non pas pour tromper le lecteur. Et mes lecteurs n'ont jamais été déstabilisés. Il y en a quelques-uns parce que peut-être qu'ils étaient farouchement féministes, mais non, je crois qu'on aime un écrivain pour ce qu'il propose et rien d'autre. Comment est venue cette idée? Ça a été un accident, ça n'a pas été prémédité. J'avais envoyé Maurice Curie à l'époque chez Gallimard. Il n'y avait ni titre, ni nom, ni adresse. Parce que tout était contrôlé à l'époque, au début des années 90, en Algérie, tout était contrôlé. Donc j'ai envoyé ce manuscrit, et puis 2 mois après, j'ai appelé pour dire s'ils avaient bien reçu le livre. Ils l'avaient bien reçu. Moi j'étais content, ils étaient contents aussi. Et puis pendant ce temps, je suis allé faire j'étais tout le temps dans les maquettes terroristes, hein. Je faisais la guerre tous les jours, et chaque soir je devais appeler ma femme pour lui dire que j'étais encore vivant. Et un soir elle m'a dit, ton ami français demande ta carte d'identité. C'était un code. J'avais tout de suite compris qu'il voulait un nom, parce qu'il voulait publier le livre, il voulait un nom. Je lui ai dit, donne-leur le tien. Et elle a envoyé Yamina Kadra. Ce sont ses prénoms, ce n'est pas son nom. Donc il n'y avait aucun danger pour elle. Yamina Kadra, c'est... Et bien sûr, quand c'est arrivé en France, ils ont lu Yamina Kadra, et comme ça vient de l'Algérie, automatiquement, ils ont pensé qu'il y avait une faute. C'est inévitable, quand ça vient de l'Algérie, il faut tout oublier. J'ai rajouté le S, c'est devenu Yasmina. Voilà, c'est tout. Donc les gens qui m'ont découvert, ils ont peut-être découvert quelque chose qui les intéressait. Et puis, ça fait déjà 15 ans que tout le monde me connaît. C'est vrai qu'avant, je recevais des lettres d'amour. Je vous assure que c'est vrai, je recevais des poèmes de certains écrivains un peu pervers, qui me voyaient déjà accroché à leur palmarès. Mais voilà, par la suite, ils ont dit... C'est vrai que ça a un petit peu inquiété certaines consciences, mais... La littérature, c'est ce qu'il y a dans le texte, c'est pas sur la couverture. C'est pas le nom. Oui, autre question? Qu'attendent les singes? Donc, Nora, est une magnifique commissaire qui lutte pour faire apparaître la vérité et la justice. Et n'empêche qu'à la fin du livre, c'est quand même un homme qui tire les marrons du feu. Alors, y a-t-il pas un paradoxe? Non, il n'y a pas de paradoxe. C'est une parabole. Tout est parabole dans ce livre. Le Roboba, c'est la légitimité historique. La vaillance, c'est la femme. Mais c'est à l'homme de devenir un homme. Oui, il devient homme. Il devient homme, il n'était pas homme. Mais c'est par le sacrifice de cette femme que l'homme est devenu homme. Vous comprenez? Do you understand? Il n'est pas d'accord encore. Parce qu'il est bien en place. Oui, mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il se sentait indigne de survivre à une femme qui a donné de sa vie pour que la vérité soit sauve. Hein? Donc il est devenu homme grâce à l'exemple cosmique que représentait, qu'incarnait cette femme. Il est jaloux. Dans le début, entre autres, les Norvégiens, les Congo, les questions africaines, comment arrivez-vous à vous identifier autant à ces personnages qui ne sont pas vous et qui arrivent et puis avec cette précision, avec ce premier rapporteur. Oui, madame parle de l'identification de l'écrivain dans ses personnages. Comment arrivez-vous
vous identifier Je vous autant. disais tout à l'heure que je suis incapable de passer devant un désarroi sans l'emporter avec moi, c'est le facteur humain. J'aime les gens, donc quand ils sont heureux, je suis heureux, quand ils sont malheureux, je suis malheureux. C'est une maladie que j'ai. Je ne sais pas être moi, je ne sais qu'être les autres. Et peut-être à l'âge de 11 ans, à 9 ans, quand je suis rentré dans cette école, que je me suis retrouvé face à des orphelins, je suis devenu orphelin comme eux. Et maintenant, mes personnages aussi me parlent. Et qu'elles soient des femmes ou des hommes, des enfants ou des personnes âgées, je suis... pour moi, l'écrivain, c'est d'abord un acteur. Je ne sais pas. J'écris aussi mon prochain roman, l'autre qui va sortir. Ça se passe à Cuba, je suis cubain. Dans l'équation africaine, je suis allemand. Voilà, j'essaie de mériter ce qu'avait écrit le New York Times. Et Esmina Khadra est capable de dire l'homme partout où il est. J'ai trouvé que c'était trop prétentieux, c'était trop, m'accorder trop d'honneur, alors j'essaie quand même de le mériter. Voilà. Monsieur. Oui, vous avez un peu anticipé ma question. Ce serait pour connaître votre inspiration un petit peu. Moi, j'ai vu, malheureusement, au lieu de lire ce que le jour doit à la nuit. J'aurais dû peut-être commencer dans le sens inverse, ça aurait été plus enrichissant. Mais vous avez une bonne analyse de la psychologie humaine, une bonne connaissance. Est-ce que vous ne seriez pas tenté d'écrire des romans historiques sur des grandes figures de l'histoire algérienne? Je pense à Ouari Boumedienne, à Messali Hadj, l'émir Abdelkader. C'est une question, comme ça peut être une suggestion. Non, mais j'ai vraiment des lacunes. Oui, je ne suis pas culturellement assez fort pour, quand je dis culturellement, je n'ai pas une très grande connaissance de l'histoire. De temps en temps, je fais traverser mes livres par un personnage parce qu'à un certain moment, ou peut-être pour toute la vie, il a représenté quelque chose d'important. Et c'est le Hadj, j'en parle dans Ce que le jour doit à la nuit, Farhad Abbas dans Les 11 meurtres, nos blessures, c'est ma façon à moi de lui rendre hommage. Mais je suis incapable, je ne sais pas. Je suis plutôt paresseux. La documentation, ce n'est pas du tout mon fort. J'ai adoré le livre de Laurent Binet concernant HHH. J'ai adoré ce livre. J'ai dit, mon Dieu, si seulement j'avais cette patience. Mais je suis tellement pressé. Il y a tellement d'histoires. Il y a au moins 4 ou 5 romans au chantier aujourd'hui sur mon ordinateur. Et j'écris aussi pour le cinéma. Alors, vous comprenez, c'est pas... Mais, voilà. Il faut aussi que les autres... ils mettent un peu leur patte. Hein. J'adore lire, donc j'aimerais bien que des gens me racontent des histoires. J'aurais 3 questions, s'il vous plaît. Ça va vous faire 45 €, madame. Alors, je me présente, je suis Malika, je suis algérienne. Et quand je vais dans mon pays, je suis tout le temps triste. Non pas, je ne suis pas déçue, je suis déçue par le pouvoir, mais je me dis que le pouvoir pourrait changer. On pourrait changer le président, on pourrait changer le gouvernement, mais ce qui m'attriste le plus, c'est la société, qui est enclavée encore dans certaines coutumes, dans certaines histoires millénaires qu'on attribue toujours aux religions. Nous avons connu un siècle et demi presque, un siècle, 32 ans de colonisation, et puis il y a eu la période de reconstruction avec ses lacunes, et puis il y a eu la période du terrorisme et tous ces malheurs. Est-ce que vous croyez qu'un jour l'Algérie va voir le bout du tunnel? C'est ma première question. Ma deuxième question, je vais être bref, ne vous inquiétez pas. Ma deuxième question vous concerne. J'ai connu parmi vos romans quelque chose qui m'a fait plaisir et qui m'a fait pleurer. C'est votre relation avec votre père, qui avait très mal commencé et que vous avez eu le courage et la grandeur d'âme de tout pardonner et de vous réconcilier et de rester en bon terme avec votre père. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré en vous. Et puis la dernière question, j'ai eu le plaisir une fois, j'étais en Algérie, j'ai lu un journal et j'ai eu le plaisir d'apprendre que vous vous présentiez aux élections, que vous aviez l'intention de vous présenter aux élections présidentielles. Qu'en est-il ? Je commence par la dernière. Je me suis présenté aux élections présidentielles parce qu'on m'avait promis un harem.
Alors finalement, c'était pas vrai. Donc j'ai renoncé. Donc, pour revenir au peuple algérien, moi je le comprends, mais je le désapprouve. Je comprends qu'à un certain moment, il est complètement laminé. Il n'a pas eu le temps de respirer. Il a été trahi pendant 50 ans. Depuis l'indépendance, il ne fait que le décevoir. Et à un certain moment, il ne croit plus en rien. Il ne croit ni au bon samaritain, ni au Messie, ni à personne. Donc, il ne croit qu'à son propre quotidien. Et il ne veut pas sortir de ce quotidien. Il vit au présent. Le passé, il l'a gommé, et l'avenir, et ça ne l'intéresse pas. Il a tellement peur. Mais c'est vrai que c'est des situations tragiques, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'un peuple qui se réveille doit apprendre à lire et à se cultiver et à s'instruire. Chez nous, tous les repères capables d'aider un peuple à trouver son chemin ont été falsifiés, sinon complètement abolis. L'école, elle a été sinistrée. Vous savez, j'ai été dans le monde entier. Et pratiquement dans tous les pays où je vais, on m'invite à rencontrer des étudiants ou des élèves. J'ai trouvé une chose uniforme à travers le monde, c'est le don de soi du professeur. Dans tous les pays, que ce soit des pays de violence comme en Amérique latine, ou des pays traditionnels ou conservateurs comme en Asie ou en Europe moderne, ben, le professeur reste, il est un socle, il est un socle, comment dirais-je, inoxydable. Il est là pour construire l'homme de demain. Eh bien, figurez-vous, en Algérie, le professeur, aujourd'hui, chez nous, dans notre pays, le professeur fait tout pour ne rien apprendre à ses élèves en classe, pour ce pays des cours de rattrapage. C'est jamais vu, je n'ai jamais pensé à ça. Regardez l'avilissement et la régression du facteur humain dans notre pays. C'est grave, mais ça a été tout un travail. Ça a été tout un travail pendant 50 années. On a toujours défiguré nos consciences. On a essayé, d'ailleurs, les gens qui m'attaquent, moi, ce sont pratiquement des Algériens. Les gens qui disent que ce n'est pas moi qui ai écrit, ou que je suis un plagiaire, ou un antisémite. Pourquoi? Parce que tout simplement le régime s'interdit qu'il y ait une conscience dans ce pays. Il s'interdit. Et sa longévité repose justement sur la soumission et comment dirais-je, et la complicité des gens qui l'accompagnent. Voilà, pour la deuxième question, mais bien sûr je suis optimiste. Je suis optimiste. Et je l'ai dit tout à l'heure, aucun malheur n'est éternel et toute chose a une fin. Mais on ne sait pas justement comment ça va se passer. C'est ça ce qui est dramatique. Si seulement on pouvait passer je ne sais pas, à la démocratie, à l'émancipation, par le savoir, par l'éveil à soi, par le respect de l'autre. Et malheureusement, dans la situation que traverse le monde arabe aujourd'hui, la seule possibilité de sortir un peu de l'enfer, c'est d'y retourner. La relation au père, c'est mon père. Qu'est-ce que je peux faire à mon père? Pour moi, pour nous, en tous les cas chez nous, le père, il est au même niveau que le prophète. Hein. C'est une divinité, il serait même un sacrilège de dire ouf devant lui. C'est dans le Coran, on ne peut pas dire ouf devant ses parents. Et puis, à quoi ça sert d'en vouloir aux gens? Pourquoi garder une toxine dévastatrice en vous? Pourquoi ne pas passer à autre chose, beaucoup plus sereine, beaucoup plus merveilleuse? Pourquoi ne tout simplement surmonter les traumatismes de l'enfance ou les erreurs d'un père qui était... Mon père, c'était un bel homme, un très bel homme. Et les femmes lui tombaient dans les bras, c'était à son corps défendant, donc il ne pouvait pas... Il était un petit peu... et puis il a échappé à la mort, et il pensait qu'il était un miraculeux justement pour aller vers le plaisir et non pas vers la construction, vers l'abnégation, vers le don de soi. Non, il était dans un égoïsme exécrable, mais c'est mon père. C'est mon père, et aujourd'hui, je crois que parmi tous ses enfants, il en avait 13, c'est officiel, mais je ne sais pas ce qu'il a disparu. Je suis celui qui le porte le plus.
Voilà, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il ne faut jamais laisser la rancune ou la haine fausser vos joies. Voilà. Il y a quelques années, j'avais rencontré une étudiante qui adorait, c'est elle qui le dit, elle adorait mes livres, vraiment. Quand elle me voyait, elle était heureuse, elle sortait de joie et tout. Quelque temps après, elle est allée à l'université. Je ne sais pas ce qu'on lui a raconté à l'université, parce que c'est une très mauvaise présentation. Et quand je l'ai rencontrée, elle était renfrognée, elle n'était pas contente. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que tu as perdu finalement? Tu as perdu tes joies. Il faut toujours vers ce qui est. Il faut toujours aller vers ce qui nous rendrait heureux. Le reste, ça n'a pas d'importance. On ne vit qu'une seule fois. Autant en profiter. Quand vous parlez de la femme en général et de votre mère en particulier, ça semble prendre des accents un peu camusiens. Non, non, c'est pas camusien. Est-ce que vous avez... Je suis aux antipodes d'Albert Camus. Ah bon, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que vous avez certaines affinités avec lui? Non, aux antipodes d'Albert Camus. Albert Camus a fait souffrir la femme, la mère de ses enfants. Moi, je ne pourrais jamais faire des choses pareilles. Jamais je ne pourrais faire souffrir ma femme pour une autre femme, jamais. Et je crois que l'humanisme commence à partir du respect qu'on a pour être le plus proche. Sinon, tout le reste n'est plus mascarade. Oui. Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu utiliser le mot force. En revanche, vous avez utilisé le mot longanime. Oui. Est-ce que vous, tout simplement, vous n'avez pas un degré d'empathie extrême dont tout le monde dans cette salle devrait être jaloux parce que vous êtes capable de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre, de prendre ce rôle, de le décrire dans le moindre détail, alors que vous êtes vous-même, mais vous jouez tous les rôles possibles. Oui. C'est extraordinaire. Vous devez travailler dans une entreprise où vous serez multimilliardaire. Monsieur interroge Yasmina Kadras sur sa capacité d'empathie, son immense capacité d'empathie. D'ailleurs, vous êtes le seul à comprendre de vos 13 frères et sœurs votre père. Non, Pas parce que vous êtes plus malin que les autres, vous avez une empathie extraordinaire. Ben c'est... Lié à la générosité dont tu parlais. Oh, pas la générosité, je crois que c'est naturel. Je ne céderai jamais à la haine, jamais. Je ne pourrais pas vivre avec ça. C'est une horreur, c'est une tumeur maligne, vorace. Elle vous détruit, elle vous empêche d'être heureux. Écoutez, à titre d'exemple, hein, on va être un peu prosaïque. Vous avez un écrivain, vous êtes écrivain, d'accord? Et vous êtes jaloux d'un autre écrivain. Cet écrivain vous offre une merveille. Et ça vous rend malade. Vous trouvez ça... Bon, moi, au contraire, quand un écrivain m'offre une merveille, je me régale. Je lui dis, quand j'étais jeune, quand j'étais à partir de l'âge de 13 ans, je crois, j'ai commencé ce rituel. Quand je finis un livre qui m'a parlé, je me lève et je le salue, et je lui dis merci. Et je suis dans cette... C'est merveilleux, il faut savoir invoquer son bonheur. Et son bonheur, c'est déjà l'acceptation d'aller vers ce qui est bien pour nous. Et le refus catégorique de tout ce qui pourrait chahuter nos rares moments de joie. Parce que tout ce que nous avons d'essentiel dans la vie, ce sont nos rares moments de joie. Tout le reste n'est que gâché. On va clôturer puisqu'il est donc 8 h, c'est ça? Il est 8 h, donc On va se coucher. des mèmes qui sont proposés par l'association de Malika Sedous. Et puis ensuite, on regardera le film L'Attentat. Puis on pourra avoir un débat ensuite avec toujours Yasmina Kadra. Je voudrais vous remercier Yasmina Kadra et Laura d'être venues ce soir à la médiathèque. Je crois que Christine, l'adjointe, voulait vous dire un petit mot. Merci à la médiathèque aussi de nous avoir permis d'échanger. C'est magnifique. Français. Voilà.
amis sont jamais de très voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on va en Kabylie. On va déguster les mets berbères.